Mesdames et messieurs, je tiens à remercier la Société botanique de France pour son invitation et en particulier Benoît Chef de Le Mans Université. J'aimerais parler d'un domaine marginal de la botanique. Je voudrais montrer qu'il existe une vie photosynthétique, même dans les milieux extrêmes classés, et que l'avenir de ces organismes dépend beaucoup des conditions environnementales futures. La présentation se divise en 4 parties. Premièrement, que sont les algues de neige et des algues de glacier? Deuxièmement, quel est le stress environnemental qui affecte ces habitats? Troisièmement, quel est l'impact du réchauffement climatique sur la chloroflore? Dans la quatrième, la situation en France sera abordée tant du point de vue historique que de la recherche actuelle. Commençons par une proposition de définition. Les organismes considérés comme les vraies algues de neige et de glaciers se développent dans une film d'eau liquide située entre la neige fondante et les cristaux de glace. Elles ne se propagent généralement pas en dehors de cet habitat. Cela a 2 conséquences. Tout d'abord, en l'absence de neige ou de glace, ces organismes s'éteignent. Deuxièmement, cette définition stricte exclut des microalgues que l'on peut trouver dans la neige par hasard, mais qui poussent généralement dans le sol, sur les roches ou ailleurs dans les habitats alpins ou polaires. Dans ce dernier cas, ces espèces sont considérées comme psychophiles. La chloroflore est surtout célèbre pour la capacité à colorer la neige. Si vous faites de l'alpinisme en été, comme ici au Mont Blanc, vous pouvez admirer les surfaces rouges. Nous verrons plus tard comment cela fonctionne en détail. En outre, il peut parfois y avoir des colorations dues au sable du désert du Sahara. Mais ce n'est pas cela qu'il s'agit ici. Dans les Alpes, la neige rouge est la plus fréquente, mais dans les zones un peu plus ombragées, on trouve aussi des colorations vertes. Au microscope, on reconnaît dans l'eau de fond des algues unicellulaires apparentes tenant à des genres comme Chloromonas ou Sanguine, alors que la chlorophylle domine naturellement dans ces cellules vertes. Ce sont les carotinoïdes secondaires qui dominent dans les cellules rougeâtres. Des phénomènes similaires se produisent également dans les régions polaires, comme ici au Spitzberg. Dans la neige fondue, des populations brunes ou dorées se forment, causées par des chrysophytes. Cette courte vidéo d'une culture vise à démontrer que les microalgues flagellées peuvent se déplacer activement dans la neige. On a du mal à le croire, mais la surface des glaciers est aussi un habitat pour les microalgues. Leur coloration est moins saisonnelle, généralement grisâtre ou légèrement violette. Il s'agit d'autres espèces que celles représentées dans la neige, mais les algues vertes y sont également dominantes. Ce qui est particulier ici,
ce sont les phénols sombres accumulés dans les vacuoles. Il s'agit manifestement d'une protection solaire. Et j'ai pu caractériser ce pigment avec quelques collègues il y a environ 9 ans. Il s'agit d'un phénol exotique, la bourgaline. On pourrait croire que les algues exotiques ne jouent pas un grand rôle dans la nature, mais ce n'est pas le cas. Comme ici, sur la côte ouest du Groenland, l'efflorescence algale sur la calotte glaciaire peut réduire la réflexion du rayonnement solaire et ainsi accélérer massivement la fonte. On parle alors d'effet bioalbédo. Il suffit de penser que la fonte complète de la calotte glaciaire du Groenland ferait montrer le niveau global de la mer de 7 mètres. La diversité des genres de microalgues sur la neige est restreinte. L'espèce la plus connue est Chlamydomonas nivalis, qui s'appelle désormais Sanguina nivaloides. Il existe cependant un grand nombre d'espèces, dont certaines sont présentes à l'échelle régionale ou mondiale, et toutes ne sont pas encore décrites scientifiquement. J'ajouterai que deux groupes par ailleurs très dominants sont largement absents ici. Les cyanobactéria et les diatomées. Dans cet arbre généalogique des organismes photosynthétiques, vous pouvez voir la répartition de la gluoflore. À noter que les algues glaciaires appartiennent à un groupe très proche des plantes terrestres, les cycnomatophycées. Ici. Cette diapositive résume les spécificités de l'habitat neige. Certains facteurs abiotiques jouent un rôle extrême par rapport au écosystème conventionnel des microalgues. Les espèces qui ne s'adaptent dans la ne survivent pas. Le véritable habitat des cellules est un minuscule film d'eau entre grains de neige. En ce qui concerne les radiations, deux types de stress lumineux sont présents. D'une part, les cellules situées à la surface sont soumises à un rayonnement visible et UV excessif qui peut nuire à la photosynthèse et endommager l'ADN. D'autre part, les cellules situées plus profondément dans la neige doivent faire face à des niveaux de lumière extrêmement faibles, puisque la pénétration des photons diminue en suivant une loi logarithmique avec la profondeur de la neige. Ensuite, les cycles d'échelle et d'échelle ont fréquemment lieu, ce qui est symbolisé ici par un cristal de glace. Ils peuvent provoquer des dommages fatals comme la perforation de la membrane plasmique. Et si les cellules sont complètement entourées de glace, un état de sécheresse se crée pour elles. Le chronomètre symbolise la courte période de végétation, ce qui signifie que l'eau liquide n'est disponible que quelques semaines par an. Le reste de l'année, les algues de neige doivent effectuer une sorte de dormance. Enfin,
La neige des glaciers ne fournit que de faibles quantités de nombre de nutriments comme l'azote ou le phosphore. Le cycle de vie d'algues typique des éneigements comme chloromonas ou sanguines nous permet de voir comment les espèces sont adaptées. L'axe des abscisses représente l'évolution saisonnière du début de la fonte de neige au printemps jusqu'au dégel en été. Le moment exact où cela se produit dépend de la quantité de neige de l'hiver précédent et de l'altitude. Au début, anciennes cellules de l'année précédente germent et les stades flagellés nagent activement en direction de la lumière. C'est là qu'ils se reproduisent. Mais à ce moment-là, la surface de la neige est encore blanche. Ce n'est qu'avec la poursuite de la fonte que les cellules remontent lentement vers le haut, se transformant alors en des spores immobiles. Ou cystes. Celles-ci résistent à la sécheresse et peuvent être transportées par le vent. Nous pensons qu'un facteur clé du succès des microalgues vertes dominantes, la chlorophore, réside dans leur cycle de vie. D'une part, il s'agit de taxons flagellés mobiles qui peuvent nager et se déverser dans la neige fondante. Ces cellules sont sensibles mais assez protégées dans la neige humide. Avant que les cellules n'atteignent la surface de la neige, elles se transforment généralement en kystes non mobiles. Elles sont cependant dotées de parois cellulaires épaisses, de beaucoup de lipides et de métabolites secondaires. Ainsi, elles tolèrent une irradiation élevée ou des changements soudains de température. Cependant, elles ne se divisent pas pendant le reste de la saison. Les microalgues ne sont évidemment pas seules. Leur photosynthèse est la base de tout un écosystème microbien dans lequel les bactéries, des champignons et des simples animaux jouent également un rôle. Des nouvelles méthodes comme la métagénomique, la métatranscriptomique ou la métabolomique vont améliorer nos connaissances sur les cycles de la matière dans les années à venir. Alors, passons maintenant à la question intéressante de l'impact du réchauffement climatique sur la chloroflore. D'emblée, il n'existe pas encore des études scientifiques à ce sujet. Je ne peux donc que émettre des hypothèses. Le premier aspect est une fonte de neige qui commence plus tôt. Peut-être que les microalgues n'auront alors plus assez de temps pour se reproduire. Mais cela peut aussi avoir pour conséquence que la fonte de neige se termine plus tôt en été, ce qui n'offre plus davantage de temps pour le développement de la population. Certaines prévisions évoquent des quantités de neige hivernale variables, parfois beaucoup, parfois peu. Les populations peuvent ainsi connaître de bonnes ou de mauvaises années.
Dans la mesure du possible, la glue forte se déplacera vers des altitudes plus élevées. C'est surtout un scénario envisageable pour les Alpes occidentales. On parle ici d'altitudes nettement supérieures de 3000 mètres. Les microalgues glaciaires en particulier profiteront des étés plus longs, car la surface de glace sur laquelle elles poussent serait plus longtemps sans neige. Bien sûr, cela ne sera possible qu'à court terme, car à long terme, de nombreux glaciers disparaîtront. Il n'existe pas encore d'études assez sujet pour les Alpes. Cela nous amène au dernier point, la situation en France. Considérons les trois régions montagneuses des Alpes, des Pyrénées et du Massif central. Pour les deux premières, existe suffisamment de littérature sur la grue-flore. La grande question posée est l'Auvergne. Certaines années, il devrait y avoir suffisamment de neige. Et si l'un d'entre vous y trouvez des algues de neige, vous serez les premières. Allez-y. Si l'on fait un prognostic pour le champ de neige et les glaciers en temps que habitat dans 30 ans, à peu près 30 ans, alors il n'y aura pas encore beaucoup de changements pour les Alpes, car au moins pour ce siècle, les microalgues peuvent simplement se déplacer vers des altitudes plus élevées. Dans les Pyrénées, la situation sera similaire pour la neige, mais les glaciers qui y trouvent devraient avoir en grande partie disparu. Et s'il y a encore des algues de neige dans le massif central, leur existence sera sérieusement menacée dans 30 ans. Ici, des auteurs français ont fait des pronostics sur le sort des stations de ski dans les Alpes et les Pyrénées françaises. Le bleu et le vert correspondent aux sites où l'enneigement naturel est sûr, tandis que le jaune et le rouge indiquent la dépendance aux canons à neige. Comme vous pouvez le constater, skier sera très difficile dans les Pyrénées à fin de siècle. Et dans les Alpes, seules les stations de haute altitude subsisteront. Je pense que l'évolution de la glue-flore sera similaire ici. Robert Chotal de Genève a été le premier à étudier systématiquement les champs de neige des Alpes françaises et à décrire les cellules. Il a également caractérisé de nouvelles espèces. À la fin du XXe siècle, la taxonomie de la glue-flore s'est concentrée dans les pays comme les États-Unis. En France, il semble que peu de recherches aient été menées sur les microalgues d'eau douce à cette époque. Un fait peu connu est qu'un Français a été le premier à élucider le pigment de la neige rouge classique. Guy Viala, de l'Université de Toulouse, a découvert que les cellules de Chlamydomonas nivalis, aujourd'hui appelées
sanguine animaloides, contient un carotinoïde, l'astaxanthine. Cette molécule joue le rôle d'écran solaire pour le chloroplaste et l'ADN. Je n'ai malheureusement pas pu obtenir plus de détails biographiques sur M. Viala. Enfin, je voudrais en venir à un projet actuel, AlpAlga, qui utilise des méthodes moléculaires pour étudier la composition de la flore algale dans les sols alpins et de haute altitude des Alpes françaises. Dans une publication récente de Stivatea, algues de Zanguina a été trouvée dans de nombreux endroits au-dessous de 2000 mètres. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces projets et sur la l'historique de la flore en détail, je vous recommande l'excellente présentation d'Éric Maréchal de l'Université de Grenoble, que l'on peut voir en ligne. Ici. Cette diapositive permet de récapituler brièvement le point fort de ma recherche sans entrer dans les détails. En principe, on essaie de caractériser écophysiologiquement la population des sites alpins impolaires. Ce qui est difficile, c'est de cultiver de nouvelles souches en laboratoire afin d'étudier plus précisément les substances contenues. En tout cas, c'est une activité très variée. En résumé, beaucoup de choses sont possibles. L'exploration de la biodiversité et la découverte de nouvelles espèces constituent une première étape. Les stratégies moléculaires et physiologiques fondamentales permettant aux extrémophiles de faire face au stress abiotique doivent être découvertes. En outre, les algues de neige ne sont pas seulement des organismes exotiques. Dans le cas de la calotte glaciaire du Groenland, elles ont une importance mondiale, compte tenu de l'augmentation significante du niveau de la mer. Des biomolécules précieuses sont souvent présentes en abondance. Ces composés peuvent abaisser la température de congélation interstellaire ou agir comme antioxydants. Enfin, une vie similaire de la cryoflore pourrait probablement exister sur d'autres planètes ou Lune. Merci pour votre attention.